Hop, et je vais maintenant accueillir Samantha, qui en plus est en Bonjour. Allemagne. Donc c'est bien, ça fait une transition. Voilà, voilà, Exactement. c'est la transition parfaite. Exactement, en Allemagne, mais qui va nous parler cette fois-ci du sujet d'anglais. Et oui, forcément. Voilà, mais grâce à Brian, j'ai appris quelques mots pour pouvoir parler demain C'est euh, ça. Si jamais tu dois dire dans la rue. relogement, Voilà. c'est bon, t'es nickel, quoi. Ok. Bon, alors, avant de taquer l'anglais, juste quelques questions. Oui, parce qu'on ne parle pas effectivement de la synthèse de texte qui était l'épreuve de cet après-midi. Alors, je vais répondre quand même rapidement à vos questions. J'avoue ne pas avoir consulté la synthèse, mais sur cette question des fameuses barres et des mots. Donc, effectivement, la synthèse, c'est, si je ne dis pas de bêtises, 300 mots, plus ou moins 10% de marge, qui vous fait entre 270 et 330 mots. Donc, si tu fais 320 mots, c'est bon. Si tu fais 370 mots, bah, c'est que tu en as trop fait. Mais alors, si tu as mis des doubles barres tous les 50 mots, c'est un peu grillé, effectivement. Donc, sur la question de est-ce qu'il recompte les mots, précisément, si vous faites des doubles barres, c'est qu'il ne compte pas les mots de manière rigoureuse. En fait, bon, voilà, si vous faites 300, je dis n'importe quoi, 37 mots, vous n'allez pas perdre, peut-être, alors s'ils sont consciencieux, vous allez peut-être perdre un point, machin, mais c'est quand même beaucoup moins strict que ça peut l'être, par exemple, pour le résumé de texte écrit comme, où là, le barème est très strict et très sévère sur le dépassement du nombre de mots, ou au contraire, le fait de ne pas faire assez de mots. Donc, bon, pour la synthèse, je ne dis pas que ce n'est pas important, je dis juste qu'ils sont en général un tout petit peu plus cool. Maintenant, 50 mots, c'est quand même beaucoup, et je pense que le correcteur devrait s'en rendre compte, parce qu'au bout d'un moment, quand tu vois 100 copies qui font toutes entre 270 et 330 mots, quand il y en a une qui fait 370, tu le remarques, et je pense que, bon, bah, du coup, ils vont recompter, et ce sera pénalisé. Maintenant, ce sera sans doute pas pénalisé dans les proportions non plus démentielles, mais voilà, en théorie, tu es censé le faire en 330 mots, et d'ailleurs, voilà, sans doute que tu as dit des choses peut-être un peu superflues parce que tu as utilisé trop de mots ou alors des tournures de phrases trop complexes. Enfin bon, voilà. Mais a priori, rassure-toi, si tu as fait une bonne synthèse en 370 mots, tu seras pas non plus, tu n'auras pas 5 ou 6, quoi. Enfin, ça peut très bien se passer, ce sera pas trop pénalisé. Voilà, et sinon, ouais, bon, ça c'était un peu les mêmes questions, hein. Sur j'ai compté les mots, je suis dans les clous et j'ai oublié de le marquer avec les doubles barres. Normalement, ça peut l'être. Disons que du coup, il va compter, ça va le saouler, il va être de mauvaise humeur. Mais enfin, il n'y a pas vraiment, il y a pas un truc en mode t'as pas fait les barres, c'est moins 2 points ou moins 3 points. Disons que tu te mets pas le correcteur dans la poche, mais si tu as fait une très bonne synthèse, a priori, ça devrait. Voilà. Bon, ceci étant dit, on va passer du coup à l'anglais. Comme d'habitude, je vais projeter. Est-ce que tu peux me dire, ce que tu peux nous dire d'ailleurs, Samantha, ce que tu as pensé du sujet de l'EV2? Bah, c'était un sujet classique, encore une fois, avec un thème contemporain, on va dire. Personnellement, j'ai préféré celui d'hier concernant l'anglais. Voilà. Oui, bah en même temps, on s'attendait à ce que ça tombe quand même. Oui, Enfin bon, oui, c'est c'était dans l'air du c'était temps. pas inattendu, voilà. Ce qui est quand même assez surprenant, c'est que on avait, enfin surprenant, intéressant dans ce sujet, c'est qu'on avait vraiment diverses opinions dans le dossier et pas que des opinions en faveur du wokisme. Donc ça poussait dans nos retranchements éventuels et ça nous invitait à argumenter beaucoup sur le sujet et à repenser le sujet, parce que souvent quand il est enseigné, alors pour deux raisons, mais les journaux de gauche sont ceux qui écrivent le plus à propos du wokisme et en plus ils sont faciles d'accès pour les enseignants puisqu'ils sont généralement gratuits, contrairement aux journaux de droite qui sont plus souvent payants. Donc c'est souvent sous cette perspective qu'il est enseigné. Et là on avait un autre point de vue compris dans le dossier, en plus de celui-là. Donc c'était intéressant. Voilà. Et c'était pas forcément un point de vue qu'on avait beaucoup étudié en cours ou en colle. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors, pour la presse anglophone, je sais pas trop, mais c'est vrai que sur la presse francophone, j'en parlais avec des gens du Figaro notamment il y a pas longtemps. En fait, le sujet est devenu tellement clivant que la droite s'en est aussi emparée. Ouais. Voilà, du coup pour d'autres raisons, mais aussi parce que quelque part c'est des sujets qui intéressent et donc il faut vendre du papier, hein. Il s'agit quand même de vendre du papier quand on est journaliste. Oui. Donc on va projeter. On va projeter. Ah oui, alors César qui nous dit. Mais c'est vrai qu'on a eu la question plein de fois sur Instagram, le délire du nombre de mots. Alors c'est vrai que maintenant, alors je le montre, hein, on nous précise qu'il faut traduire en 150 mots plus ou moins 10%. Bon, en fait, il faut traduire le texte, quoi. Donc peut-être que c'est une manière de se prémunir de gens qui font des périphrases de 8 km. Mais
bon, je pense que la précision n'a pas énormément d'intérêt et d'importance, Oui. je pense. Bon, on va d'abord parler de la compréhension. Alors, donc on avait, tu le disais, 4 documents, parce qu'il n'y Voilà. avait pas que des textes. Voilà. Je peux les dérouler rapidement. Donc un du New York Times. C'est ça. Ouais. Qui est à mon sens le plus surprenant parce qu'on est sur un journal de centre-gauche en général et pourtant là l'argumentaire il est plutôt relatif à la liberté d'expression et c'est un argument qui est souvent mis en avant par les partisans de la droite. Donc c'était intéressant comme article. Voilà, il souligne la division partisane créée par la cancel culture et il nous explique qu'il n'y a pas de compromis possible, que ça divise la nation et ce dès la définition en fait du terme puisque la gauche dit que ça n'existe pas selon le journaliste. Enfin, selon le journaliste, notons que c'est pas un journaliste, c'est le comité de rédaction en entier qui publie ça. Et la droite parle de censure pour définir la cancel culture. Donc voilà. C'est donc cette division qui est mise en avant et ensuite un petit développement sur la liberté d'expression dans un second temps. Elle est présentée comme fondement de la démocratie et selon ce comité de rédaction, la cancel culture fait perdre cette identité démocratique à l'Amérique et ce n'est plus le pays de la liberté à cause de ça. Voilà. Ok. Et ensuite, on avait un article du Guardian, cette fois-ci. Donc, pareil, qui évoque la cancel culture quasiment même dans le titre. Hein, donc, pour le coup, c'était assez clair. Voilà. Donc, cet article du Guardian, il est sympathique pour la question 1, puisque la question 1 demande de comparer documents 1 et 2. Il est totalement opposé à ce qui est dit dans le document 1. Donc, c'est plutôt simple de les comparer et de les mettre en regard. Donc, la journaliste explique que la cancel culture, elle est instrumentalisée par la droite, comme tu le disais juste avant, par les journaux de droite et aussi par les éditeurs de droite pour faire le buzz, pour faire de la publicité. Donc, si un auteur a été cancelled alors qu'il a écrit un livre, et ça fait augmenter les ventes de ce livre. Donc, c'est complètement instrumentalisé selon la journaliste. Et selon elle, ce serait loin de limiter la liberté d'expression. Bien au contraire, elle augmenterait finalement la liberté d'expression puisqu'elle met en avant la censure pratiquée par la droite depuis des années, puisqu'elle explique elle ne l'explique pas in extenso, mais en gros, les États-Unis ont une grande histoire de la censure en ce qui concerne les livres, notamment depuis 1873. Il y a eu les Comstock Laws qui ont banni beaucoup d'ouvrages dans les écoles publiques aux États-Unis. Et ce jusqu'au XXe siècle, je ne sais pas, Des souris et des hommes de Steinbeck, par exemple, est interdit dans de nombreuses écoles. Et donc, pourquoi il est interdit? J'ai lu en plus, super bien. Parce que ces Comstock Laws disaient que tous les livres obscènes devaient être bannis, et donc la définition de l'obscénité, elle est différente selon tout un chacun. Donc voilà. Il faut y aller. Il y a plus obscène que ça. Voilà. Voilà. Donc voilà, il y a de l'obscène. Donc tous les livres où il y a de l'obscène, alors je ne vais pas m'attarder sur la définition d'obscène, sont bannis dans de nombreuses écoles. Et donc, elle explique que ce qui est inquiétant, c'est pas la cancel culture comme on l'entend aujourd'hui de manière générale, mais la censure qui est menée depuis le 19e siècle aux États-Unis. Donc voilà, c'est opposé au document 1. Ensuite, le document 3 en français, comme c'est prévu dans ce nouveau type d'épreuve, c'est sur le sensitivity reading. Et là, le petit challenge, c'était de comprendre la définition de sensitivity reading. Alors, c'est un petit peu suggéré dans le titre. Voilà. Donc, ce sont des personnes qui sont embauchées par les éditeurs pour relire les livres, pour voir, pour voir si ils sont pas discriminatoires, etc. Et il y a une auteure qui est interviewée dans l'article qui explique que ce sensitivity reading, c'est un obstacle à la créativité. Elle dit que ces règles de bienséance, entre guillemets, bien sûr, font peur aux auteurs et que par peur des représailles, les auteurs n'osent plus écrire. Elle utilise notamment la métaphore de la danse. Et elle nous dit, si on a peur de marcher sur les pieds des gens, on ne peut plus danser. Voilà. Donc, c'est un petit peu l'équivalent, selon elle,
pour l'écriture et la créativité. Donc ça nous amène à nous interroger sur les limites un petit peu du wokisme, est-ce qu'il a sa place ou non lorsqu'il s'agit de fiction notamment. Voilà. Ouais. Et ensuite, on avait assez classiquement, du coup, dans le corpus, un document iconographique. Voilà, document iconographique. Si on voulait l'utiliser, il fallait bien maîtriser le vocabulaire de description des images. Et puis, c'est un cartoon. Donc, il y a une petite référence au symbole confédéré et au fait qu'on retire les statues confédérées de l'espace public. Et c'est finalement une inversion de ce mouvement ici, puisque c'est on critique l'obscénité, encore une fois, donc historique de cette statue. Donc c'est l'inverse finalement du fait de retirer les statuts confédérés. Là, les wokistes veulent retirer des choses liées à l'histoire, etc. Voilà. Oui, c'est ça, oui, c'est très... Oui, on voit la pancarte rouge, là, tout m'offense, enfin bon, voilà. Voilà. Moque ouvertement. Et il y a une petite chose intéressante quand même aussi dans ce cartoon, c'est que, ok, on a Black Lives Matter, etc. Donc, ok, on comprend que c'est une association du Black Lives Matter et du wokisme, mais à l'arrière-plan, on a And White Silence. Voilà, donc il y a un petit amalgame qui est fait ici aussi. Voilà, on pouvait critiquer ce point ou parler de ce point en tout cas. Voilà. Ok, bon voilà pour le petit tour d'horizon des documents. Et donc on en arrive à la question de compréhension. Donc je traduis grossièrement. Donc selon les idées et les arguments développés par les éditorialistes, on va dire, oui, c'est ça, dans le texte 1 et 2, comment dire, wrong is ever increased prevalence. Ouais, voilà, comment, oui, voilà, est-ce qu'il faut s'émouvoir, on va dire, de cette prédominance de la cancel culture et du wokisme, en fait, dans la société actuelle. C'est ça. Hein, oui, voilà, c'est ça la question. Alors, je te conseille de te préparer à la traduction de la question suivante pendant que je parle. Oui, c'est ça. C'est pas facile, en fait. Je me rends compte que l'exercice de traduire en direct n'est pas si simple. Alors, non, voilà. C'est pas pour critiquer, c'est parce que la question suivante, elle est carabinée. Voilà. C'est pas vis-à-vis de toi. C'est vraiment. Ok. Mais bon, j'en reparlerai après. Non, désolé, c'était pas ce que je voulais dire. Bon, donc cette question que nous avons traduite. Donc, ouais, alors là, on nous demandait de nous baser sur les deux premiers documents. Voilà. Et donc, oui, en fait, c'est ça, le point commun, c'est que c'était un collectif d'éditorialistes pour le New York Times. Oui. Et là, c'était Arwa Mahdawi, qui est donc columniste au Guardian, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, on a, comme je l'ai dit, deux documents qui sont un petit peu de point de vue contraire. On peut commencer sur une introduction qui parle de la définition de cancel culture, puisque cette idée de définition un peu galvaudée, elle est abordée dans les deux documents. Donc, on peut proposer une définition, comparer les définitions en introduction, ce qui permet de bien introduire le sujet. Hein, voilà. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle correspond à une censure? Est-ce qu'elle peut être redéfinie, comme c'est suggéré par le document 2, etc. Et ensuite, puisqu'on a un nombre de mots limité, je conseille de faire plutôt 2 paragraphes et non 3 dans le développement. Puisqu'on n'a que 250 mots. Donc, premier paragraphe, on peut envisager quelque chose sur l'identité américaine, puisque le premier document dit que la cancel culture fait perdre son identité aux États-Unis, tandis que le document 2 soutient que le pays a perdu son identité depuis longtemps à cause de la censure, qui est, dans ce document, considérée comme synonyme de cancel culture. Voilà, et ensuite on peut aller plus loin dans un deuxième paragraphe et s'attacher à étudier la notion de liberté d'expression qui est au cœur aussi de l'identité américaine, donc ça continue l'argument et ça peut permettre de répondre à la question posée, puisque cette notion de liberté d'expression, elle est très très présente dans le document 1, mais aussi dans le document 2, donc voilà. Ok. C'est les thèmes... Ouais, très bien. Oui, donc en fait, c'est ça. L'avantage, pour le coup, tu vois, je ne sais pas si tu as écouté l'espagnol tout à l'heure, mais en fait, c'est que les deux textes parlaient quand même de manière très, très différente du sujet qui était proposé, et c'était assez difficile de les rapprocher. Là, pour le coup, en fait, c'est facile de les rapprocher dans la mesure où ils sont très opposés sur le point de vue, et donc la comparaison est d'autant plus aisée, en fait.
Oui, la comparaison est plus simple, c'est 2 points de vue opposés. Bien penser à toujours comparer, les 2 documents, dans chaque paragraphe et ne pas faire, 1er paragraphe sur le document 1, 2e paragraphe sur le document 2, enfin voilà. Ça, c'est question de méthodologie, mais oui, là, c'était tout à fait faisable et plus faisable que dans le sujet d'anglais d'hier aussi. Voilà. Ouais. Exactement. Oui, là, pour le coup, après, bon, c'est du LV2. Enfin, peut-être que c'est un peu plus facile dans la mesure où c'est LV2 et donc ils se sont dit, on va prendre des textes relativement faciles à comparer. Peut-être. Bon, c'est peut-être la réflexion des concepteurs. Alors après, je dis ça, mais les concepteurs ne sont pas les mêmes entre LV1 et LV2. Hein, ça, il faut le savoir. Oui. Mais bon, sans doute que évidemment, les concepteurs de LV2 savent qu'ils s'adressent à des candidats qui, a priori, sont un petit peu moins forts et faciles en anglais que les candidats de LV1. Ok pour ça. Ensuite, du coup, on passait à l'essai argumenté. Bon, là, oui, alors ça parle plus ou moins de la même chose, mais je vais peut-être te laisser une traduction, ce sera plus ça. Désolée. Non, ouais, en fait, cet essai, ça m'a surprise parce que c'est pour ça que je t'ai dit ça tout à l'heure. C'est vraiment une question très longue et on a du mal à savoir où veut nous amener la question, finalement. Donc, provided the excesses of woke culture and cancel culture are put aside and objectively addressed. Donc, on a une première partie qui nous dit, bon, on se dit que les excès du wokisme et de la cancel culture, on les met de côté et on les voit d'une manière objective. OK. To what extent may the culture wars bring about positive social and cultural breakthroughs? Et donc, on apporte ici, dans cette deuxième partie de question, une nouvelle notion, les culture wars. Donc, dans quelle mesure est-ce que ces culture wars peuvent apporter des innovations, des avancées socio-culturelles positives? Donc, ça, c'est la longueur de la question et le fait qu'on apporte une nouvelle notion encore aux 2 notions précédemment citées, ça m'a surprise. Et puis en plus, bon, ça m'a moins surprise, mais il faut bien prendre en compte que dans ce nouveau format d'épreuve, on peut nous imposer d'une certaine manière un point de vue. Et là, on nous demande de prendre en compte les avancées positives. Donc, il faut avoir ce point de vue plutôt optimiste, positif vis-à-vis des culture wars. Oui, c'est vrai. C'est drôle parce que d'un côté, on nous dit, bon, bah, il y a des excès. Alors voilà, parce que évidemment, je pense que certaines personnes ne sont pas d'accord avec le fait qu'il y a des excès dans la culture woke. Donc, on nous dit qu'il y a des excès. Et après, on nous dit, mais en même temps, c'est positif. Et on nous introduit le thème de culture wars qui est un peu connexe, mais qui n'est pas exactement pareil. Voilà. La question est relativement complexe syntaxiquement. Il faut bien la comprendre. C'est ça. Donc, et même breakthroughs, alors c'est l'idée d'une percée, quoi. C'est ça, d'une avancée majeure. C'est pas, ça va, mais c'est bon. C'est un mot fort, oui. Ouais, oui, et puis c'est bête, mais il faut aussi savoir ce que ça veut dire. Enfin, c'est pas forcément le terme. Bon, ça souvent, mais si jamais tu es un peu stressé et tu as oublié ce que ça veut dire, bon, tu comprends quand même avec l'idée de positif que c'est plutôt quelque chose de bien, mais bon, il fallait la comprendre déjà la question, quoi. En fait. Oui, en fait, c'est ça. Cette question, elle était extrêmement longue avec beaucoup de notions différentes. Fallait bien prendre le temps de se poser et de la comprendre. Et puis, en introduction, bien évidemment, il faut s'attacher à définir ces différentes notions, ces différents concepts. Et c'est là que... Alors, j'ai pas écrit une expression intégralement en 350 mots, mais je me dis, définir ces 3 notions en introduction, ça prend quand même pas mal de mots. Du coup, faut réussir à faire ça de manière vraiment très synthétique, quoi, en intro. Voilà, donc définir les termes du sujet, voilà, donc dire que le wokisme, éventuellement, c'est un petit peu un mot fourre-tout dans le dossier, donc ça permet au candidat de montrer sa maîtrise du sujet, de montrer qu'il connaît les différentes définitions. On parle de cancel culture ici, mais dans le dossier, il nous parle aussi de call-out culture, c'est dans le document 2, donc est-ce qu'il vaudrait mieux pas, peut-être, plutôt que de définir tous ces termes dans l'introduction, parler de justice sociale et les regrouper sous ce porte-manteau, sous ce parapluie de justice sociale qui nous permet de faire une définition rapide et d'être efficace. Voilà. Et puis, quand même, mentionner une définition de culture wars qui est la notion centrale à ce sujet.
Et donc ici, Culture Wars, on peut mentionner que ça a été créé dans les années 90 comme terme, notamment par James Davison Hunter, qui a écrit un ouvrage sur le sujet qui présente ça comme les tensions entre des visions orthodoxes et progressistes. Et donc, par extension, ça crée une polarisation de l'Amérique entre la gauche et la droite, puisque la gauche est plutôt progressiste et la droite plutôt orthodoxe, conservatrice. Oui. On le voit avec la question de l'avortement, le pro-choice, pro-life. Voilà, on définit ça. Et c'est vrai que dans la définition même de Culture Wars, on se rend compte qu'il y a cette idée de division de l'Amérique. Donc ça peut nous permettre éventuellement de problématiser. Ça n'a a priori rien de positif. Pourtant, il y a un développement et une intensification de cette polarisation et de ces Culture Wars depuis Bush. Donc pourquoi, qu'est-ce qu'elle peut apporter, etc. Et puis là, si on veut se fonder sur le dossier, parce que dans le dossier, il y a quand même pas mal de références à l'histoire avec le document 4, le document 2. On peut faire un plan un petit peu avec un grand 1, une perspective historiciste, en disant que ça permet une diversité des sujets abordés, une mise en lumière de sujets précédemment invisibilisés, etc. Donc on peut utiliser là le document 2 avec les ouvrages qui ont été bannis. On peut utiliser un exemple personnel, et on doit d'ailleurs apporter des exemples personnels. On peut parler du féminisme avec les différentes vagues de féminisme. Voilà. Et puis dans une seconde partie, ça fait un plan un petit peu chronologique. Dans ce cas-là, on fait une partie sur une perspective plus contemporaine et socioculturelle. Donc ça permet une certaine intégration, une représentativité sociale. On peut parler de plusieurs exemples. Rachel Leviné, qui est ministre de la Santé depuis Biden, par exemple, et qui est la première ministre transgenre de l'histoire américaine. Ça peut être un exemple intéressant. Enfin bon, là, on a du choix au niveau des exemples. Je pense que pour se différencier sur ce sujet, il fallait donner des exemples précis. Voilà, et pas seulement des idées vagues. Voilà. Oui, bien sûr, oui, parce que ce que tu dis, enfin, je sais plus si tu disais ça en off tout à l'heure ou en direct d'ailleurs, mais c'est quand même un sujet, a priori, où tout le monde a plus ou moins un avis, plus ou moins quelque chose à dire. Et bon, oui, effectivement, là, il fallait être précis, prendre des exemples anglo-saxons aussi, j'imagine. Ouais, oui, plutôt issu du monde anglophone, pour montrer qu'on a une culture sur le monde anglophone. Éviter les exemples français, peut-être sur ce type de sujet, parce que ce serait la facilité. Ouais, effectivement. Ok. Oui, là, pour le coup, il y avait. Alors, évidemment, peut-être que les États-Unis étaient quand même, a priori, plutôt le pays le plus concerné. Hein. Oui, on s'interdisait pas d'autres exemples, peut-être quand même. C'est pas interdit du tout. C'est vrai que Culture Wars, c'est plutôt américain, c'est né aux États-Unis, ça s'est développé aux États-Unis, mais c'est vrai que de plus en plus, il y a des questionnements sur est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la transposition de ces Culture Wars américaines au Royaume-Uni. Oui. Donc ça peut être un point de vue intéressant aussi à développer. Ouais. Voilà, absolument. Parce qu'il y avait eu la statue de Churchill qui avait été tagué, il y avait écrit sur la statue de Churchill, donc au Royaume-Uni, Churchill était nazi, etc. Donc il y a plein d'exemples aussi britanniques qui peuvent être utilisés et ça peut être un développement intéressant aussi. Oui, c'est ça. On peut penser, bien sûr, à l'autrice d'Harry Potter, J.K. Rowling, qui a été dans la tourmente après des positions qui ont été jugées transphobes par une partie de la communauté. C'est vrai. C'est un exemple aussi qui pouvait être développé. Après, est-ce que ça rentre dans Culture Wars? Parce que c'est justement, on nous demande de mettre de côté ce qu'ils appellent les excès de la culture woke. Bon, voilà, il fallait bien le tourner en tout cas. Okay. Ouais, fallait bien définir, je pense, au début et respecter sa définition, quoi. Absolument. Très bien. Et ben, on va passer à la troisième et dernière partie de ce sujet, la traduction en français. Donc là, on retrouve le texte qui était un texte du Monde, il me semble. Oui. Je dis pas de bêtises. C'est ça. Et donc, il nous parlait effectivement, voilà, de ces sensitivity readers, dont le rôle est justement de faire en sorte, en gros, que les lecteurs, de manière générale, ne sont pas offensés par tel ou tel propos qui serait jugé intolérant, raciste, sexiste, etc., etc. Et donc là, une fois n'est pas coutume, c'était la fin du texte qu'il fallait traduire, hein, juste ici, joindre par téléphone, et ça finissait par appel au boycott. Voilà, exactement. Donc
Cette traduction, elle n'est pas évidente, j'ai trouvé, surtout pour une LV2. Voilà, il y a quand même pas mal de vocabulaire et de tournures qui peuvent poser problème. Jointe par téléphone, voilà, on commence comme ça. Reached by phone a few days before Christmas, ok. Si on veut alléger la tournure, on peut mettre par téléphone un petit peu plus tard dans la phrase. On peut aussi ajouter une adverbiale en anglais pour rendre la syntaxe plus fluide. Donc, when she was contacted ou reached a few days before Christmas, Lionel Shriver said on the phone. Donc, on peut mettre on the phone à la fin de la phrase, éventuellement. Ouais. Alors, si n'en démord pas, comment on s'en sort avec ça c'est évident. Donc, n'en démord pas, oui, pardon, c'est à la fin de la phrase, en effet. Ici, ne pas en démordre, to stand by something. Donc, she stands by her opinions. Ouais, ça, c'est l'idée de rester droit dans ses bottes, quoi. Enfin, voilà. Puisque, alors, on peut, si jamais on ne comprend pas, on peut le conjecturer du paragraphe précédent où ils nous disent, bon, elle disait déjà ça avant. Là, on l'a réinterviewée et elle dit encore ça. C'est ça, exactement. Ouais. Oui, il fallait connaître l'expression en français. Après, bon, au pire, oui, to stand by her opinions. Voilà. Ouais. Voilà, donc ça c'est première phrase qui déstabilise un peu, je trouve, dès le début, quoi. Donc sympa. Ensuite, deuxième phrase, s'exciter sur ce qu'un groupe de personnes va penser d'un livre, etc. Là, il fallait surtout pas faire un calque et donc ne pas mettre to excite, puisque ce n'est pas du tout le sens ici. Donc, ce serait un contresens. Donc, on pourrait mettre to wind up, des choses comme ça. Donc, s'énerver, en fait. Voilà. Voilà pour le début. Ensuite, on a des structures corrélatives. Or, plus on est prudent, moins on est créatif. Ça, c'est normalement des choses qu'on a vues dans l'année. The more, blablabla, blablabla. Voilà, the more, the less. Ici, ce qui est intéressant peut-être dans cette phrase, c'est la traduction du « on ». Plus on est prudent, moins on est créatif. Généralement, le « on » en anglais, il se traduit par du passif, sauf que là, ça ne marcherait pas du tout. Puisque c'est plutôt oral, elle s'adresse à tout un... Enfin, on peut utiliser un pronom, elle s'adresse à une communauté, mais elle s'inclut dedans. Donc le on peut le traduire par you. On évite de le traduire par one ici parce que ce serait vraiment trop impersonnel. Voilà, trop soutenu pour un discours oral. Oui, d'accord. Okay. Et puis impersonnel aussi, puisque c'est quand même un petit peu militant comme discours. Donc le you, il est plus adapté, je pense. Voilà. Donc la phrase que je disais tout à l'heure, si on a peur de marcher sur les pieds des gens, on ne danse pas. Marcher sur les pieds des gens, c'est to step on people's toes. Donc il fallait le savoir, que c'était pas feet. Oui, que c'est les doigts de pied en fait. Voilà. Voilà. Et donc, on ne danse pas. Là, peut-être qu'on pouvait faire quelque chose pour avoir un bonus avec la modalité. Au lieu de dire you don't dance, on pouvait éventuellement dire you can't dance, qui ajoute un petit peu de modalité, donc l'implication du locuteur dans ce qu'elle dit. Oui. Voilà, donc la modalité peut-être bonus, c'est pour ceux qui ont mis can. Oui, ça. L'idée, c'est qu'elle dit pas on ne peut pas danser dans l'absolu, c'est elle qui dit bah non, tu danses pas si tu sais. Voilà, c'est impossible. Ouais. C'est oui. Ok. Voilà, ensuite, elle alerte sur le risque de voir les écrivains s'interdire. Là, encore une fois, c'est pas évident à traduire. On a un verbe pronominal. Les pronoms réfléchis en anglais, ils sont très lourds, donc c'est quelque chose à éviter. Donc, on ne va pas dire to forbid themselves from, ce serait vraiment très lourd, ce serait pas bon. Donc, soit to restrain themselves from, si on veut garder ce pronom réfléchi. Sinon, il faudrait faire une légère réorganisation syntaxique avec une complétive en that. Donc, she warns of the risks that writers run when they are prevented from. Et donc, on a un passif après qui peut permettre
d'éviter cette lourdeur. Le décalage ici peut-être peut poser problème, donc s'interdire tout décalage ou sarcasme. Donc le décalage, alors ça dépend quelle structure on a utilisé. Soit on peut dire to be offbeat, soit the discrepancy si on veut utiliser un nom. Voilà. Et puis ensuite on a qui peut dire par exemple qu'un personnage ne dirait pas ça. Là, encore une fois, peut-être quelque chose de plus idiomatique que who can say, who is to say. Ça fait plus oral, plus engagé, et elle a un discours quand même assez engagé. Donc voilà. Oui. Ensuite, phrase suivante, et là, j'ai trouvé que c'était pas très sympa. C'est mon personnage et il parle comme je veux qu'il parle. Là, le c'est, on peut pas trop mettre it, puisque c'est un animé humain, c'est mon personnage. Et donc, est-ce qu'on va mettre he? Vu qu'on est sur quelque chose, sur un dossier sur le wokisme, etc., on a des interrogations sur le genre en tête quand on lit ce dossier. Donc, est-ce qu'on va mettre he? Est-ce qu'on va mettre she? Moi, ce que je conseille, c'est de mettre they et de le mettre au pluriel, comme ça, il n'y a pas de souci. Mais le he, je pense, passe tout à fait, il n'y a pas de problème. Donc, de traduire, en fait, littéralement, ce sont mes personnages, du coup. Voilà, puisque le they, en anglais, il peut aussi servir à traduire quand on ne connaît pas le genre d'une personne. Si quelqu'un toque à la porte, on va dire someone is knocking at the door, they are in a hurry. Bon, je dis n'importe quoi, mais du coup, on dit they. Tu le mets au pluriel malgré le fait que c'est une personne. Voilà, mais bon, ça, je pense que ça peut valoir un bonus éventuellement. En plus, elle n'est pas tellement pour le wokisme et voilà. Donc, bon, si on met he, je pense qu'il n'y a pas de souci et que ça reste quand même dans le ton de la personne qui parle. Voilà. Ok. Mais bon, si on veut peut-être un bonus, le they, ça peut être sympa. Ensuite, légiférer, to make laws, simplement, to codify, to legislate, des choses comme ça, ça marche. Et ensuite, sensibilité accrue, donc dans la phrase suivante, pour elle, la sensibilité accrue aux questions d'intolérance. Ici, accrue, il faut faire attention de ne pas dire growing, puisque ce serait pas... Alors, je sais que growing, on l'utilise souvent, mais là, c'est pas le sens de accrue, puisqu'elle n'est pas croissante, elle est déjà en haut, quoi, accrue. Oui. Donc, heightened, intense, des choses comme ça, des adjectifs, c'est mieux. Attention au calque de questions, on va dire issues et pas questions. Oui, voilà. Et puis, c'est tout, nous sommes arrivés... Afficher, ouais, c'est pas si évident, sexisme, racisme. Bon, sexisme et racisme, ça va, mais afficher, comment tu le... to display. Ouais, oui. Voilà. Ou alors, si on veut réorganiser la syntaxe, to which they resort. Ouais. Oui, c'est ça, tu t'en sors comme ça, ouais, parce que c'est un peu français comme syntaxe. Ouais, voilà, et affronter la colère des réseaux sociaux. Ouais, après, oui, ça va. Ouais, donc en fait, ça, il y avait un passage un peu technique, et notamment le côté oral qu'il fallait rendre, qui n'était pas forcément facile. Ouais, avec le on. Ouais, en termes de vocabulaire, il n'y avait pas non plus des trucs incroyables, quoi. Voilà, en fait, c'est la façon dont le vocabulaire est arrangé, articulé dans les phrases, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, je crois qu'on a fait le tour du sujet, c'est très bien. Il y avait une question d'Ayman qui nous parlait, donc cette fois-ci de ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir du coup la question de comparaison des documents. Est-ce que formellement il a besoin de présenter le document pour l'analyse comparative? Il y a besoin d'introduire son analyse. Donc, dans l'introduction, forcément, on va présenter rapidement les documents. Après, c'est intéressant de les présenter s'il y a un point saillant à exploiter. Par exemple, ici, le document 1, qui est issu d'un journal de centre-gauche et qui a un point de vue quand même plutôt orienté à droite. On peut dire que c'est surprenant, etc. Mentionner qu'on l'a noté, mais bon, après, c'est pas forcément dans la présentation des documents qu'on le fait. Vaut mieux présenter la façon dont les documents abordent le sujet, le thème mentionné. Oui, voilà. Voilà. Oui, c'est ça, en fait. C'est l'idée, si ça apporte quelque chose, mais c'est pas comme ce qu'on nous apprenait en seconde, de présenter un document en histoire où
ce texte écrit par telle personne parle de blablabla. Enfin, Oui. voilà, il faut que ça serve l'analyse et notamment Oui, notamment parce qu'on a un nombre de mots limité, quoi. Et oui, c'est ça. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que le positionnement politique des journaux est quand même souvent intéressant. Bon, par exemple, là, hier, on avait Le Monde Diplo. Le Monde Diplo, c'est très à gauche et très, très politisé. Il y a des journaux qui sont à droite, à gauche. Bon, là, pour le coup, il y a des journaux particulièrement où tu sais qu'ils vont défendre un point de vue avant même d'avoir lu l'article, quoi. Donc ça, c'est important de le mentionner, effectivement. Ok, et on est bon. Un ultime conseil pour Yéna, avant de se quitter? Je peux redonner les mêmes conseils qu'hier. Regardez une série en anglais, faites des choses que vous aimez, reposez-vous. C'est bientôt la fin des épreuves, donc courage. Et puis voilà, enfin, faut pas s'acharner sur du vocabulaire de dernière minute, etc., qu'on n'utilisera certainement pas. Il vaut mieux, voilà, si on veut revoir des choses, revoir ce qu'on connaît déjà. Enfin, faut pas se surcharger le cerveau, je pense. Voilà. Oui, c'est ça. Mais Ignace disait un truc très juste, je trouve, à moins que ce soit Brian, mais je ne sais plus, un des deux, donc l'allemand ou l'espagnol, en tout cas le conseil vaut pour les 3 langues, c'est l'idée que de toute façon, bon, vous n'allez pas apprendre une nouvelle règle incroyable de grammaire ou de syntaxe ou machin, donc mieux vaut à la limite faire de la CV si vous voulez vraiment faire un truc de dernière minute, parce qu'au moins, là, vous pouvez avoir l'actu un peu brûlante et voilà, on va dire significativement augmenter votre note parce que vous avez appris un nouveau truc en CV qui risque de tomber. Mais je veux dire, commencer à se replonger dans des règles de grammaire. Non, il faut faire des trucs sympas quand même. Enfin, bon, j'adore la grammaire personnellement, donc je trouve ça sympa, mais il faut mieux faire, voilà, lire un petit article. Oui, et c'est Brian qui disait ça, en effet, se faire une petite phrase pour résumer un article, une actualité brûlante, ça peut être sympa, mais voilà, pas plus, quoi. Oui, guère plus. Oui, d'autant plus qu'il reste quand même une journée assez éprouvante. Demain, je pense que ce sera la dernière, à vrai dire, vraiment éprouvante, avec les maths EDEC. Alors, pour ceux qui visent les parisiennes, c'est un petit peu plus anecdotique, mais pour la majorité des candidats qui visent le top 5, les maths EDEC, c'est quand même pas une mince affaire. Ça compte pour l'EDEC, bien sûr, ça compte pour beaucoup d'écoles du top 10 également. Donc voilà, il faut y aller bien concentré. Et ensuite, les langues Iéna, bon, c'est censé être plus accessible. Et surtout, c'est peut-être, contrairement aux langues Elvi, disons qu'on a le temps. Iéna, c'est plus sympa. En général, les épreuves sont plus courtes et donc vous avez vraiment le temps de vous relire. Donc, appliquez-vous. Voilà, c'est pas forcément facile de rester jusqu'à la fin quand on est en fin de concours et qu'on en a franchement marre, ce qui est sans doute votre cas. Mais ça vaut le coup et franchement, ne regrettez rien. C'est une semaine un peu éprouvante dans votre vie. Voilà, le moindre point peut changer des choses sur les barres d'admissibilité, sur les écoles auxquelles vous pourrez prétendre en admission. Donc, franchement, accrochez-vous. Ce serait trop bête de regretter maintenant, tout simplement. Ouais. Et juste, je voudrais souligner l'importance de quelque chose que tu viens de dire. En effet, c'est les dernières épreuves, donc on est complètement fatigué. Il faut bien se relire. Voilà. C'est ça, exactement. Profitez-en et surtout à Iéna, vous avez le temps de vous relire. Franchement, les langues Elvi, bon, c'est pas l'épreuve la plus difficile en termes de gestion du timing, mais quand même. Mais franchement, Iéna, il y a le temps. Donc, prenez ce temps-là, même si c'est pas facile. Prenez le temps de le faire, ça vaut le coup. Et c'est bientôt fini. Voilà. Bon, et nous, c'est tout à fait fini. On se retrouve demain. Alors, demain, pour les analyses écrites, au minimum, on fera bien sûr les maths EDEC, ECG en live. Et puis, on verra si on a le temps aussi de dire un petit mot des différentes épreuves Iéna à l'oral. En tout cas, à l'écrit, c'est sûr. Et d'ici